Ça, c'est la courbe de croissance des capacités de production photovoltaïque au Vietnam. Avant 2018, il n'y avait pas de panneaux solaires, ou très peu. Mais on remarque à partir de 2018 une croissance fulgurante. De 2018 à 2020, le pays développe l'équivalent de ce que nous avons en France, en passant de 105 à 16 000 MW. Mais en 2021, cette croissance s'arrête brusquement. Et depuis, les capacités stagnent. Mais alors, que s'est-il passé ? On a mené l'enquête pour comprendre pourquoi ce boom s'est arrêté net. Et ce que nous avons trouvé pourrait bien nous faire repenser nos priorités en matière d'énergie. On ne le sait pas toujours, mais le Vietnam fait partie des pays à la croissance la plus rapide dans le monde. Son taux de croissance annuel s'établit entre 6 et 8%. C'est équivalent à celui de l'Inde. Cette croissance s'accompagne d'une forte hausse des besoins en énergie, et notamment en électricité. Ceux-ci ont triplé entre 2011 et 2023. Pour anticiper ces besoins, le Vietnam s'est doté en 2023 du PDP-8, un plan de planification énergétique de 2021 à 2030 qui intègre aussi une vision à 2050. Il vise à répondre aux besoins du pays, prévoyant une croissance du PIB d'environ 7% par an. Historiquement, le Vietnam est un pays tourné vers l'hydroélectricité, mais aussi les fossiles, dont le gaz et le charbon. Ce dernier constitue aujourd'hui près de 50% de son mix électrique. Mais le pays est aussi victime de la pollution de l'air et très vulnérable aux conséquences du changement climatique, du fait de ses 3200 km de côte. Lors de la COP26 à Glasgow, le Vietnam s'est engagé à réduire ses émissions et à atteindre la neutralité carbone en 2050. En matière d'énergie, il vise donc depuis quelques années le développement des énergies renouvelables. Ces énergies ont donc décollé jusqu'en 2021. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut s'intéresser au financement de ces projets. Pour soutenir le développement de parcs solaires, l'État vietnamien a lancé en 2017 un tarif d'achat pour l'électricité produite. Le tarif d'achat est un moyen de soutenir le développement d'un mode de production. Les porteurs de tels projets doivent convaincre leurs financeurs qu'ils seront capables de rembourser les sommes empruntées. Or, si on peut estimer plus ou moins la production d'une installation sur les 15 à 20 prochaines années grâce aux données météo, il est impossible de savoir quel sera le prix de l'électricité sur les marchés dans le futur. Et donc, impossible d'estimer correctement les revenus. Un producteur, il aura besoin de financement auprès des banques et pouvoir faire des prêts sur le long terme, il a besoin d'avoir une certaine certitude sur les revenus à venir. Et donc, il faut finalement des garanties de revenus pour le producteur. Le tarif d'achat permet de pallier cette difficulté. L'électricité produite est directement rachetée par un opérateur étatique à un tarif fixe pendant toute la durée du contrat, quel que soit le prix du marché. Ça permet d'avoir une certitude sur un certain prix. Si on venait juste à se baser sur les prix du marché, c'est quand même beaucoup plus fluctuant. Les services financiers ont beaucoup moins de certitude finalement sur les revenus à venir, ce qui va augmenter les primes de risque pour le projet et donc ils vont recevoir des prêts peut-être, mais à des taux beaucoup moins préférentiels. D'autres mécanismes similaires existent, comme le complément de rémunération. Dans le cas du Vietnam, le tarif d'achat était attribué sur simple demande. Mais il y a un hic. Il n'était disponible que pour les projets raccordés avant le 31 décembre 2021. Ceux qui n'ont pas été construits à temps ont dû revoir tout leur plan de financement, ce qui explique donc cet arrêt soudain dans l'accroissement de la production solaire. Parmi les projets laissés sur le carreau, certains sont en attente d'une procédure d'appel d'offres avec l'État, qui attribuera des contrats de rémunération aux projets les plus compétitifs. Il y a en ce moment énormément de projets qui ont déjà été construits mais qui ne produisent pas d'électricité sur le réseau. Le gouvernement voudrait avoir un système d'enchères. Les règles d'implémentation de ces systèmes d'enchères n'est pas encore finies. D'autres envisagent de passer des contrats de fourniture d'électricité directement avec les entreprises. C'est ce qu'on appelle les PPA, des contrats d'achat d'électricité. Et vu que le Vietnam est un gros producteur de différents biens, il y a énormément d'entreprises qui sont intéressées pour acheter de l'électricité verte. C'est là où il y a une demande et une offre déjà. Cela permet aux entreprises de s'assurer un prix de l'électricité fixe pendant toute la durée du contrat.
La suppression des tarifs d'achat est donc la coupable principale de cet arrêt brutal de la croissance. Mais ce problème peut être résolu avec un cadre économique adapté pour les nouveaux projets. En réalité, il y a un autre sujet lié au financement qui fait peser une menace bien plus forte sur le développement du Vietnam. Et c'est un problème qui est loin d'être unique. Nous le retrouvons aussi chez nous, en Europe. En juin 2023, les lumières se sont éteintes dans les rues d'Hanoï. Les industries ont aussi réduit leur consommation. Le Vietnam connaît à ce moment-là une sécheresse qui affecte la production hydraulique, mais aussi une vague de chaleur avec un usage important des climatiseurs. La demande des centres urbains est alors difficile à satisfaire. Pour mieux comprendre l'origine du problème, regardons une carte du Vietnam. Les productions éoliennes et solaires se concentrent dans le sud et le centre du pays. C'est là où se trouvent les meilleures conditions climatiques et les plus grands espaces disponibles. En revanche, beaucoup de villes et usines se trouvent au nord du pays. Elles sont reliées au centre de production d'électricité par les lignes de transport. Mais le réseau a peu évolué ces dernières années. En schématique, il y a 3 zones principales au Vietnam en termes de réseau. Et il y a un déficit de licences électriques dans la partie nord du pays et qui s'exacerbe encore plus pendant l'été, quand il y a des sécheresses et le réseau n'est pas suffisant pour pouvoir transporter l'électricité du sud vers le nord. Le Vietnam doit faire évoluer son système électrique pour mieux approvisionner l'ensemble du pays. Mais pourquoi est-ce si difficile d'acheminer cette électricité produite sur de longues distances ? Pour comprendre, prenons l'image d'un tuyau d'eau. L'eau peut parcourir toute la longueur du tuyau, mais quelle que soit la longueur de celui-ci, il présente un débit maximal. On ne peut pas augmenter indéfiniment la quantité d'eau qui y passe. Pour l'électricité, c'est la même chose. Pour acheminer plus d'électricité, il faut plus de lignes, et des lignes à la capacité plus importante. Par ailleurs, sur notre tuyau, il peut y avoir des pertes au cours du chemin. Dans le cas des réseaux électriques, c'est pareil. Mais plus la tension du réseau est grande, moins ces pertes sont importantes. C'est pourquoi on privilégie la haute ou très haute tension pour les grandes distances, bien qu'elles soient plus coûteuses et complexes à construire. Au Vietnam, le PDP-8 estime que 1,5 milliard de dollars d'investissement sont nécessaires chaque année sur la période de 2021 à 2030. À titre de comparaison, en France, le responsable du réseau de transport d'électricité, RTE, a chiffré les besoins entre 2025 et 2040 à 100 milliards d'euros, soit 6,5 milliards par an. Des ordres de grandeur équivalents si on considère que le PIB de la France est un peu plus de 6 fois plus important que celui du Vietnam. Le problème au Vietnam, c'est que le financement de ces dépenses n'est pas encore clair. En 2022, l'invasion russe en Ukraine a fait exploser les prix de l'énergie. Le Vietnam a également été touché avec une augmentation des coûts de 9% environ. L'opérateur étatique, EVN, a subi un déficit de 1,5 milliard de dollars en 2022. Il aurait pu répercuter cette hausse sur les consommateurs en augmentant le prix de l'électricité, mais il ne l'a pas fait. Au Vietnam, l'électricité est subventionnée. Les gens payent l'électricité beaucoup moins cher qu'elle coûte à être produite. Et c'était déjà avant qu'il y ait les hausses de coûts. Ça permettait de fournir de l'électricité pas chère pour les habitants et aussi pour les entreprises. Ça attire les entreprises pour donc s'installer au Vietnam. Cette politique vise à protéger les consommateurs et garantir l'attractivité du Vietnam pour les industriels. Mais cela met EVN dans une situation délicate pour financer ses infrastructures. Or, celles-ci sont d'ores et déjà nécessaires alors que 220 installations d'énergie renouvelable ont subi un écrêtement, c'est-à-dire que l'électricité n'a pas pu être utilisée à cause d'une infrastructure réseau trop faible. En effet, la croissance annuelle du volume d'électricité transmis est d'environ 7%, alors que le réseau, lui, a peu évolué. Le coût des investissements devrait être répercuté sur les producteurs ou sur les consommateurs. Dans les deux cas, cela revient à augmenter le coût final de l'électricité produite. Aujourd'hui, au Vietnam, environ 5% du prix de l'électricité pour le consommateur final sert au financement du réseau, ce qui est particulièrement bas. En France, par exemple, c'est 22% de la facture finale, à travers le TURP,
le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Augmenter cette part dédiée au financement des réseaux est d'ailleurs l'une des recommandations de la Banque mondiale. Celle-ci suggère aussi des accords avec des partenaires privés pour la construction et l'exploitation de certaines lignes, notamment pour les axes les moins stratégiques. Toutefois, cette option pourrait poser des questions de souveraineté. Parmi les freins potentiels à la transition dans un pays comme le Vietnam, nous en avons identifié deux. Le mode de financement de nouveaux projets et le financement d'une infrastructure de transport adaptée. La demande électrique mondiale pourrait plus que doubler selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie. Elle passerait de 29 000 TWh en 2022 à 77 000 TWh en 2050. D'une part, du fait de la croissance des besoins de certains pays, comme le Vietnam justement, mais aussi des économies beaucoup plus grandes, comme la Chine ou l'Inde. D'autre part, parce que baisser nos émissions nécessitera de remplacer les énergies fossiles par des énergies émettant peu de carbone. Or, aujourd'hui, nous savons produire de l'électricité bas carbone à partir d'hydroélectricité, de solaire, d'éolien, de nucléaire, de géothermie. Augmenter la part de l'électricité dans notre consommation d'énergie nous permettra de diminuer plus facilement la part des fossiles, par exemple en remplaçant les voitures à essence par des voitures électriques. Cela a un autre avantage souvent méconnu. L'électricité est beaucoup plus efficace pour répondre à nos besoins. Pour comprendre cet aspect, il faut différencier l'énergie primaire et l'énergie finale. Alors, l'énergie primaire, c'est l'énergie telle qu'on la prend dans la nature. C'est le pétrole brut, c'est le charbon. Quand c'est l'hydroélectricité, le photovoltaïque, l'éolien, ce qu'on compte comme énergie primaire, c'est de l'électricité. L'énergie finale, c'est les carburants, les combustibles, donc après raffinage, transport, stockage, distribution, et les kilowattheures électriques mis à disposition des consommateurs. Plus importante même que l'énergie finale, c'est l'énergie utile, celle qui est réellement utilisée pour répondre aux besoins. Dans ces énergies finales, il y a aussi des carburants, ceux qu'on met dans les réservoirs des voitures et des camions, et ensuite, c'est à ce moment-là qu'on fait la chaleur et qu'on transforme cette chaleur en mouvement. Donc là, on arrive sur un concept final qui est celui d'énergie utile. Les rendements des moteurs thermiques pour faire du mouvement ou de l'électricité, ça varie de 15% à 30% sur de l'essence. Il y a des pertes aussi avec l'électricité, mais ça n'a rien à voir. Quand j'ai 10 Wh d'électricité, finalement j'en ai 7 ou 8 qui sont transformés en mouvement. Quand j'ai 10 Wh d'essence ou de diesel, j'en ai 2 ou 3 qui sont transformés en mouvement. Quand on électrifie l'essentiel des activités, on décarbone, mais en même temps, on réduit la consommation finale d'énergie. Cette réduction viendra s'ajouter à celle que nous pourrons réaliser en optant pour plus de sobriété. Par exemple, dans le cas de la mobilité, il faudra repenser nos déplacements en favorisant les mobilités douces et les transports en commun, par exemple. Nous aurons donc besoin de plus de lignes électriques pour transporter cette croissance de l'électricité. Par ailleurs, les nouveaux moyens de production comme l'éolien ou le solaire demandent aussi plus de flexibilité au réseau. Et contrairement aux grandes centrales à charbon, à gaz ou nucléaire, ces moyens de production sont bien plus dispersés sur le territoire. Le renouvelable, il est plutôt mis dans les zones où le renouvelable est bon. Il est localisé pas forcément dans les lieux de consommation, comme on pouvait l'avoir quand on mettait des centrales près des villes. Le fait que le renouvelable n'est pas forcément là où on le consomme, il faut finalement étendre le réseau afin de pouvoir aller chercher ce renouvelable. Donc ça, c'est une des premières raisons. Deuxième raison, c'est que le renouvelable, il est fluctuant. Donc le soleil ne brille pas la nuit et le vent il souffle pas tout le temps. Et si on étend la zone géographique, on peut mutualiser cette dimension temporelle. Les challenges auxquels fait face le Vietnam sont donc loin d'être un cas isolé. Mais nous disposons déjà de solutions permettant de financer ces projets, de les raccorder, de gérer leur intégration au réseau. Au niveau mondial, ce sont plus de 600 milliards de dollars qui devront être investis chaque année dans le réseau électrique d'ici 2050. Au Vietnam, comme ailleurs, il est indispensable d'avoir un cadre réglementaire clair pour pouvoir financer ces nouvelles infrastructures.
Elles sont essentielles pour permettre le développement économique sans compromettre les objectifs climatiques fixés par les pays engagés dans l'accord de Paris.